Bonjour, je suis Ève Langelier, ingénieure et professeure en génie mécanique. Nous allons découvrir ensemble comment les ingénieurs procèdent pour concevoir un produit avec comme objectif de bâtir nos savoirs de référence en ce qui a trait aux pratiques des ingénieurs. Certains contenus présentés dans cette capsule sont tirés des notes de cours d'IMC 156, Méthodologie de conception, produites par Patrick Doucet et Evelyne Carbonneau. Je les remercie d'avoir accepté de les partager avec nous. Nous avons développé une série de 7 capsules traitant de la démarche ou processus de conception. Dans ces capsules, nous aborderons plus en détail l'élaboration du cahier des charges qui comporte l'identification des besoins, la recherche de fonctions et le développement des spécifications et notes à la conception, ainsi que l'étude conceptuelle qui comporte la génération de solutions, le tri des solutions et l'étude de faisabilité. Dans cette première capsule, nous allons introduire et contextualiser la démarche de conception. La conception, c'est la création des objets qui nous entourent et qui ne provient pas de la nature, une action qui se réalise généralement en équipe. Selon le Grand Dictionnaire terminologique, la conception, c'est une activité créatrice qui consiste à élaborer un projet ou une partie des éléments le constituant en partant des besoins exprimés, des moyens existants et des possibilités technologiques dans le but de créer un bien ou un service. Il existe 3 grands types de conception: l'innovation, l'adaptation et la modification. L'innovation est le développement d'un tout nouveau produit. À titre d'exemple, la conception des premiers freins ABS pour une voiture fut une innovation. L'adaptation, quant à elle, consiste à adapter un produit existant à de nouvelles contraintes ou perspectives. Un exemple est l'adaptation des freins ABS qui existaient pour les voitures aux camions lourds. Enfin, la modification consiste à modifier un produit existant, par exemple, redimensionner un système de frein ABS. Prenons un autre exemple, soit celui du jeu vidéo. Améliorer la résolution d'un jeu serait une modification. Adapter un jeu à une autre plateforme, comme passer de l'ordinateur à une console de jeu, serait de l'adaptation. Développer une nouvelle façon de jouer, comme avec la Wii Fit, serait une innovation. Il importe de savoir que, lors du développement d'un nouveau produit, l'équipe de conception est au cœur de l'activité. Elle ne travaille toutefois pas seule. Elle est régulièrement en contact avec les experts des autres unités de production, de mise en marché, de service à la clientèle et de gestion. Ceci permet de s'assurer, par exemple, que le nouveau produit peut être fabriqué au coût visé, qu'il répond à une demande, qu'il tient compte des faiblesses des produits précédents, etc. Dans le développement et la fabrication d'un nouveau produit, plusieurs personnes d'une même filière sont impliquées. Regardons par exemple la filière mécanique, dans laquelle on retrouve des ingénieurs, des techniciens et des opérateurs ou machinistes. Les ingénieurs sont habituellement responsables de la gestion du projet, de la conception du produit, des calculs requis pour la conception et la production, ainsi que de la validation du produit conçu. De leur côté, les techniciens peuvent aussi participer à la conception et sont habituellement responsables du dessin technique, de la fabrication et du contrôle de la qualité. Enfin, les opérateurs et machinistes font l'usinage et l'entretien des machines-outils. Les tâches sur lesquelles nous nous attarderons dans cette série de capsules sont principalement reliées au travail de l'ingénieur. Regardons maintenant la démarche de conception dans sa globalité. La première composante de cette démarche est l'élaboration du cahier des charges fonctionnel, soit le document qui contient toutes les informations utiles à la conception. Cette étape revient à définir ou comprendre le problème. La deuxième composante est l'étude conceptuelle, ou en d'autres mots, la génération de solutions technologiques. Par la suite, les ingénieurs procèdent à la conception préliminaire,
c'est-à-dire qu'ils vont développer ou préciser davantage certaines solutions potentielles. Ils passeront ensuite à la conception détaillée, lors de laquelle les ingénieurs préparent le devis de fabrication, incluant notamment les plans détaillés. Durant la majorité de ces étapes, les ingénieurs gardent en tête les méthodes de fabrication et d'assemblage, car ils doivent décider, par exemple, si les pièces seront moulées, usinées ou découpées au laser, et si elles seront soudées, vissées ou collées. Puis viendra le temps de la production du produit conçu. On note que ces étapes sont interreliées et que les ingénieurs reviennent souvent en arrière pour corriger le tir ou peaufiner une étape à mesure que le projet se concrétise. Je vous rappelle que cette série de capsules se concentre sur le cahier des charges et l'étude conceptuelle. Le processus de conception inclut très souvent une méthode qu'on appelle Stage Gate. Son objectif est de décomposer le processus permettant de passer de l'idée au produit final en grandes étapes nommées Stage et de prévoir des temps pour consolider les décisions nommées. Ainsi, des revues, aussi appelées portes ou gates, à des étapes précises du développement de produits sont prévues pour décider si le processus se poursuit, go, ou s'arrête, no go. Plusieurs considérations, telles que la rentabilité, l'environnement, les ressources disponibles et les lois en vigueur permettent de prendre cette décision. Le comité qui décide la poursuite du projet varie selon l'entreprise, mais il est souvent multidisciplinaire et inclut les hauts dirigeants. Pourquoi utiliser cette méthode? Parce que dans le développement d'un produit, il y a plusieurs actions, certaines séquentielles et d'autres parallèles qui se réalisent de façon multidisciplinaire. Depuis, il y a une évolution constante de la matérialisation du produit, de l'idée au prototype. Le Stage Gate permet de rassembler toute cette information qui peut devenir complexe et éparse. Ceci termine l'introduction de la démarche de conception en ingénierie. Dans la prochaine capsule, nous examinerons l'identification des besoins dans l'élaboration du cahier des charges. Ce projet a été réalisé grâce à la contribution financière provenant de l'entente intervenue entre l'Université de Sherbrooke et le Secrétariat à la condition féminine. Nous remercions aussi les autres partenaires de la chaire.